Avec le développement de machines intelligentes, peut-être que de moins en moins on aura besoin de nous. Qu'est-ce que vous apporte l'industrie au-delà du salaire ? C'est surtout l'imagination, tout ça qui est dans le métier. Ça peut mettre la pression parce que si une pièce n'est pas bien assemblée ou bien alignée avec une autre, on sait que ça peut pas tout foirer, mais presque. C'est eux en fait les ambassadeurs. C'est eux qui peuvent dire voilà moi pourquoi je m'éclate, pourquoi je prends plaisir dans mon métier. Attends, tu te poses déjà ces questions-là à 15 ans ? Alors on est sur un épisode hyper conceptuel. Aujourd'hui, je vous reçois tous les trois, donc Alexis, Yoann, Ryan. Et alors, moi, j'arrive, mais les mains vides. J'étais juste à l'instant en train de me dire que je n'avais même pas bossé mon intro. Alors, pourquoi ? Parce que c'est vous qui avez préparé cet épisode. Alors, Alexis, peut-être que tu peux nous expliquer, tu es et vous êtes partenaire, en tout cas les écoles de production des trophées de l'industrie qui fait envie. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe aujourd'hui, pourquoi un peu notre partenariat et qu'est-ce qui vous a fait dire « Allez, on est partenaire des trophées de l'industrie qui fait envie ». Alors, dans le cadre des trophées de l'industrie, il y a eu un besoin qui a été exprimé, c'était de réaliser le trophée physique. Et dans les écoles de production, et encore plus dans l'école de production de Saint-Nazaire, nous fabriquons. Et le lien s'est fait à ce moment-là de se dire, on va confier à la future génération de chaudronniers-soudeurs cette capacité à réaliser des trophées, à réaliser les trophées de l'industrie qui font envie. Et du coup, ce sont nos jeunes qui sont en cours de formation qui ont réalisé ces trophées. D'où notre rencontre qu'on a pu avoir. Clairement. Donc une idée un peu folle m'est venue. Je me suis dit, tant qu'à faire, autant en faire un projet pédagogique presque de bout en bout. Et donc c'est pour ça que voilà, je n'ai rien préparé. Je vais découvrir les questions que vous avez préparées tous les deux. Donc déjà, bienvenue à tous les trois sur cet épisode. Il y a toute la classe d'ailleurs qui a participé. Donc on salue aussi tous vos camarades. Et ce qui va être intéressant surtout dans cet épisode, très clairement, c'est qu'on sait que l'industrie va souffrir, en tout cas souffre d'un déficit d'attractivité du côté des jeunes. Donc c'était aussi intéressant et dans l'idée de vous recevoir aujourd'hui pour vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe derrière, pourquoi est-ce que les jeunes peuvent avoir cette mauvaise image de l'industrie et pourquoi du coup vous avez choisi d'en faire votre métier. Donc bienvenue à tous les deux. Je vous laisse peut-être vous présenter rapidement. Yoann, qui es-tu? Que fais-tu? Dis-nous tout. Moi, je m'appelle Yoann, j'ai 15 ans et du coup, depuis cette année, je suis entré en études en CAP, chaudronnerie option soudure. Mais voilà. Ok. Ryan? Moi, c'est Ryan, j'ai 16 ans. Je suis rentré en même année que Yoann en CAP en chaudronnerie soudure. Ok. Donc, vous êtes en première année. Bon. Est-ce que c'est parti? Vous voulez rajouter quelque chose? Peut-être nous expliquer votre parcours. Qu'est-ce qui vous emmène à faire la chaudronnerie soudure? Je ne sais pas si c'est dans les questions. Donc, effectivement, c'est une très bonne question. Tout simplement parce que ce métier, c'est un métier qui est passionnant. On m'a souvent dit que c'est un métier qui recherchait beaucoup. Tu le connaissais avant, ce métier de chaudronnier-soudeur? Oui. Ouais. Oui, parce que mes parents sont un peu dans le même secteur. Ma mère travaille à Airbus, mon père à Rabat, donc c'est pas mal de métiers qui communiquent plus ou moins ensemble. Et grâce à eux, j'ai pu me lancer dans ces études-là. Ok, super. Et toi, Ryan? Moi, ça fait que 2-3 ans que je connais vraiment bien ce métier. C'était en 5e. Attends, c'est pas mal. Tu sais que moi, j'avais jamais entendu parler de ça en 5e. T'étais avec une intervenante qui était venue pour présenter. Ça m'avait plu. J'ai fait un stage l'année d'après. Et du coup, je suis là maintenant. Ok. T'as été piqué tout de suite. Tu t'es dit, tiens, ce sera mon job. Bon, donc comme quoi, on peut travailler dans l'industrie. On peut avoir envie d'y travailler sans avoir des parents de l'industrie, quoi. Ok. Est-ce qu'on attaque? On y va. Allez, c'est parti. Alors, première question. Réalité de l'atelier. Quels sont les rapports humains dans un atelier? Qui veut commencer? À tout l'honneur. Allez, Ryan.
Je sais pas trop comment dire. Comment vous travaillez ensemble dans l'atelier? Qu'est-ce qui peut être peut-être différent de ce que tu as connu aussi au collège? Tu vois, j'essaie de te donner des pistes. Là, on travaille vraiment, souvent on travaille bien en coopération pour certains projets comme les trophées. Au hasard. Ouais. Et sinon, on s'entend bien tous, c'est dans la classe, tout ça, même entre élèves et profs. T'as l'impression que c'est plus facile que qu'au collège, dans une classe traditionnelle? Oui, vu que là, on manipule vraiment, on travaille. Hmm. Mm. Ok. Et toi, Johan? Je partage un peu le même avis. C'est vrai il y a plein de fois où on coopère tous ensemble pour travailler sur plusieurs projets parce on a plus ou moins plusieurs tâches différentes mais qui s'assemblent. Donc on coopère pas mal. C'est le fait que vos différentes tâches soient coordonnées les unes aux autres, reliées les unes aux autres, qui peut faciliter la coopération, c'est ça? Ouais, c'est souvent oui des petites discussions mais où on coopère bien. Tout simplement, est-ce que tu as fini ça? Est-ce que tu as fini? Ok. Comment vous encouragez ça, justement, Alexis, à l'école? Mais c'est dès l'intégration, en fait, dès la rentrée de septembre, où on va travailler sur les cohésions de groupe, que ce soit avec les premières ou les deuxièmes années, s'assurer qu'il y a bien la mayonnaise qui prend entre nos groupes, que le travail va savoir être collectif et qu'on va savoir mettre tout le monde dans une dynamique collective autour des supports pédagogiques qu'ils ont à réaliser et puis de leur apprentissage, mais aussi des réalisations industrielles qu'ils peuvent avoir dans l'atelier, que chacun puisse identifier sa valeur ajoutée sur les ouvrages et puis quelles compétences chacun peut acquérir, tout ça dans une dynamique collective. Trop bien. Vous êtes partant, on enchaîne? Ouais. Allez, on enchaîne. Allez, je prends un rouge, donc c'est moi dans 10 ans. Dans 10 ans, pourrez-vous pratiquer votre métier, par exemple, à l'étranger? Ah, elle est bien cette question, c'est bien, ça ouvre un peu les perspectives. Super question, vous avez bien bossé. Alors, qui commence? Johan, allez, à toi. Moi, dans 10 ans, c'est une bonne question. À l'étranger aussi, ce sera plutôt à voir dans le futur. Tu te vois travailler à l'étranger? C'est ce que je venais, c'est surtout aussi voir la vie de famille que j'ai. Est-ce que je serais capable de partir sans ma famille ou avec dans un pays étranger? Attends, tu te poses déjà ces questions-là à 15 ans? Ouais. C'est dingue! Ok, hyper mature, d'accord. Donc, en tout cas, tu fermes pas la porte, mais le point, en gros, tu te dis, ce sera priorité à la famille, à ta vie familiale à ce moment-là. C'est ça que tu veux dire? Ouais, exactement. Ok. Et toi, Ryan? Ça te brancherait, travailler à l'étranger? Pas trop, Pas trop? vu que dans la région, tout ça, je connais un peu, du coup, je préfère rester. Tu es bien, il y a la plage pas loin. Non, Même t'aimes si- pas la plage? Pas trop fun. Ok, donc pas de plan sur la comète pour toi à l'étranger, mais en soi, au-delà de vos aspirations, est-ce que vous pourriez faire votre métier? Je veux dire, votre métier de chaudronnier-soudeur, on est d'accord que vous pourriez l'exploiter, enfin le faire partout. Ouais. Ça, c'est top. Allez, on change. Bon, je te pose pas la question, Alexis, tu m'en Moi, veux dans pas. 10 ans, non. Toi, toi, dans 10 ans, à l'étranger, surtout. Non, mais ce qui est intéressant pour eux, c'est qu'ils sont sur un territoire et un terreau qui est très cosmopolite. Sur Saint-Nazaire, ils ont des industries avec des Mais gens qui c'est viennent ça. d'un peu partout. Et du coup, sur ce territoire, ils vont déjà se faire ce réseau et découvrir d'autres cultures, d'autres approches. Et qui sait, dans 10 ans, ça leur donnera peut-être envie d'aller un peu plus loin que Saint-Nazaire et d'aller exercer ailleurs qu'à Saint-Nazaire. Chaque chose a son temps et chaque étape les Pour- unes après les autres. Pour tout te dire, ça m'amène plein de questions dans ma tête. Moi, je me pose la question, les Nazériens sont quand même très chauvins.
La deuxième question, qui était plus en lien avec le premier sujet, c'était est-ce qu'il faut avoir des parents, tu vois, dans l'industrie pour avoir envie d'y travailler? Et auquel cas, mais a priori, c'est pas le cas. Donc, c'est chouette qu'on ait ces deux côtés-là. Donc, voilà, j'ai plein de choses qui me viennent en tête. C'est hyper intéressant. Non, j'ai jeté cette carte-là, mais je vais la reprendre. L'industrie peut-elle assurer mon avenir? Alors, je trouve que c'est une super question parce que vous allez me dire ce que vous en pensez, tous les deux. Parfois, j'ai l'impression qu'on n'a plus confiance en l'industrie. Peut-être que c'est ce que vous aviez en tête derrière cette question-là. Est-ce que vous pensez que vous pourrez travailler dans l'industrie? Est-ce que l'industrie pourra vous apporter du travail dans votre carrière? C'est un peu ces questions-là que je vois derrière. Pour l'instant, je pense que oui, parce que comme j'ai dit au début, c'est un métier qui recherche beaucoup. Après, avec le développement d'autres machines ou de machines intelligentes, peut-être que de moins en moins on aura besoin de nous. Tu crois? Peut-être. Je Ou sais pas. différemment? Ou alors le métier va changer? Ça, je pense pas. C'est vraiment plus sur le développement des machines intelligentes ou autre chose. Ok. Ryan, qu'est-ce que tu veux dire sur ce sujet? En revenant un peu sur ce qu'a dit Yoann, les machines nous remplacent pratiquement dans beaucoup de secteurs. Ah ouais, vous pensez? Il y a quelques métiers qui sont presque disparus à cause de ça. Ouais, mais vous êtes quand même sur des métiers qui sont techniques, où il peut y avoir une grande qualité de précision. Est-ce que aujourd'hui, oui, on va avoir des robots de soudure, mais on a des robots de soudure qui pour autant sont performants, mais moins performants par exemple, de la pièce unitaire, voire sur de la petite série. Ça reste des investissements importants. Moi, j'ai plutôt tendance à me dire que, au contraire, vos métiers vont évoluer, vont changer, peut-être seront plus robotisés, peut-être que vous travaillerez plus avec la machine, mais j'ai du mal à croire que votre métier va disparaître. Qu'est-ce que tu en penses? C'est plutôt en ce sens, je pense que leur métier va se transformer progressivement avec des nouveaux outils, des nouveaux développements que nous, on peut leur mettre aussi à disposition dans l'atelier pour qu'ils puissent s'expérimenter. Et c'est leur champ de compétences là aussi qui va se développer avec le temps. Mais leur métier de base, il existe et il sera toujours présent. Je suis sur une phase de recrutement pour la promo de l'année prochaine et moi, je rencontre les jeunes actuellement qui ont 14-15 ans pour rejoindre l'école. Dans la majeure partie, aucun n'a de doute sur sa capacité à trouver un emploi. Ça, c'est des choses qui me rassurent. Mais ça rassure encore parce que, tu vois, c'est souvent un truc qu'on nous dit que la volatilité des jeunes, qui ont envie de changer de métier, qui ont envie d'avoir des carrières différentes, est-ce que ça rassure encore cette forme de sécurité? Et puis après, je vous retournerai la question à tous les deux. Je pense que ça les rassure de se dire... alors moi, je ne suis pas originaire de Saint-Nazaire, donc je n'ai pas l'histoire nazérienne. Mais en arrivant sur Saint-Nazaire, on m'avait fait un peu l'histoire, les difficultés qu'avait rencontrées Saint-Nazaire. Et je me suis dit, voilà, ça va marquer quand même dans la mémoire des jeunes que je vais rencontrer, dans les familles que je vais rencontrer. Et au final... pas du tout. Il y a une vraie dynamique dans les familles que je rencontre, dans les jeunes que je peux rencontrer, de cette volonté d'aller dans l'industrie, d'aller sur des métiers qui réalisent des ouvrages qui sont monumentaux, qui sont fantastiques. Et puis en plus, l'avantage de Saint-Nazaire, c'est que tout est en extérieur. Donc les jeunes ont une visibilité sur ce qui sort, sur comment ça avance et comment ça progresse. Donc moi, je suis plutôt confiant pour eux de se dire que non, il y a cette vraie volonté qui existe et qu'il y aura une continuité pour demain dans les jeunes et des nouvelles technologies qui vont les appuyer et les aider dans leur métier. Mais alors, je détourne un peu une question, j'en suis navrée. Souvent, les entreprises, elles se demandent, mais ils attendent quoi, les jeunes? Et donc, vous, votre question, c'était qu'est-ce que vous apporte l'industrie au-delà du salaire? Donc, la réponse derrière ça, c'est de faire comprendre, parce que vous allez me répondre, ce que cherchent les jeunes pour les entreprises. C'était pas clair, ma phrase, j'ai l'impression.
Mais en gros, on doit répondre à cette question des entreprises. Que cherchent les jeunes? Autre que le salaire. Autre que, ça peut être le salaire. Le salaire peut en faire partie, mais en tout cas, d'après vous, les garçons. Ryan, allez. Bah, il y a souvent certains où que c'est surtout l'imagination, tout ça qui est dans le métier. Vu qu'on peut faire un peu de tout, c'est pas trop du répétitif. Ah, le côté un peu créatif du métier. Ok, donc pas trop répétitif, super. Il y a tout le temps des commandes différentes pratiquement. Ah. Il y en a juste quelques-unes qui reviennent de temps en temps, mais souvent ça change. Et pour autant, tu crois pas que c'est une idée reçue justement de l'industrie quand on la connaît pas, de se dire je vais forcément faire un métier répétitif? Souvent, les gens qui connaissent pas, moi, vont me dire ça. Ouais, bosser en industrie, c'est... Non, je vais pas dire de gros mots, j'ai dit aujourd'hui. C'est bip parce que c'est répétitif. Et toi, tu me dis l'inverse, tu vois? Donc c'est chouette parce que ça veut dire que toi, justement, tu me dis que tu apprécies la diversité des tâches dans ton métier de chaudronnier, c'est ça? Trop bien. Vas-y, je t'en prie. La question, c'était quoi déjà? Excusez-moi. La question, c'est Qu'est-ce qui t'attire dans l'industrie? Ouais. Autre que le salaire. Autre que le salaire, c'est beaucoup de communication. J'aime bien le travail de groupe. Il y a plein de fois où c'est en groupe ou bien tout seul. Je suis à la fois aussi bien à l'aise en groupe qu'en autonomie. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de diversité aussi sur ce point-là, pardon. Mais oui, ça c'est vrai que ça m'attire pas mal. Ça, c'est vrai qu'on ne le retrouve pas dans tous les métiers. De pouvoir travailler à la fois en autonomie à son poste de travail et à la fois beaucoup en équipe, c'est hyper chouette. C'est bien. Le métier de chaudronnier qui sont en train de préparer, de chaudronnier soudeur qui sont en train de découvrir et d'apprendre, leur permet justement, la créativité, de prendre un morceau d'acier et puis de le transformer, de lui donner une forme. Et Ryan est en train de faire des choses qui sont fantastiques sur ses temps libres à l'atelier. Trop bien. C'est son imaginaire qui marche et puis il met en pratique son imaginaire. Et puis après, moi je rejoins parce que je les vois travailler en équipe dans l'atelier. Le collectif autour d'un ouvrage, des ouvrages qui peuvent être importants de taille vraiment dimensionnante, et du coup seul on peut pas, mais alors quand ils se mettent à travailler en équipe, on a des résultats qui sont concluants. Mais alors attends, sur ton temps libre, excuse-moi, hein, sur ton temps libre, tu viens à l'atelier bosser sur des petits projets perso. Oui. Tu fais quoi par exemple? Un photophore pour l'instant. Ok, trop bien. Mm. Donc toi, tu as vraiment le côté créatif du métier, quoi. Oui. C'est quelque chose que tu avais déjà développé avant? Tu faisais d'autres activités créatives ou pas du tout? Pas trop, je pense. Ah, c'est chouette. Trop bien. C'est chouette de voir des jeunes motivés comme ça. J'espère que mon fils écoutera cet épisode. Chérie, si tu regardes cet épisode, commente sur YouTube, s'il te plaît. Pardon, je m'égare. Alors, réalité de l'atelier. On n'a pas beaucoup fait ça. Ah, cette question est très sympa. Est-ce qu'il faut beaucoup réfléchir dans un atelier? Ça, c'est une bonne question. Parce que il y a... c'est un peu la différence la différente sorte de projets ou de pièces à réaliser dans l'atelier, pardon. Parce qu'on peut avoir un plan qui peut être facile à comprendre et un autre, par exemple, où on va pas beaucoup le comprendre. Donc, va falloir un peu développer pour qu'on puisse en conclure notre point de vue à nous. Ok. Oui, donc plus ou moins détaillé. Donc parfois, il faut un peu se creuser les méninges pour se dire, finalement, ok, on a le plan, mais en termes d'exécution, il va falloir qu'on soit malin, qu'on anticipe sur telle et telle coupe, assemblage, etc. C'est ça que tu veux dire? Ouais. Je suis désolée, moi, je suis pas technique, hein, vous m'en voudrez pas. Hein, possiblement, je dis n'importe quoi, hein, vous me reprenez. Hein. Et toi, Ryan? Qu'en penses-tu? Moi, je trouve qu'il faut quand même assez beaucoup réfléchir, vu que, comme ce qu'a dit Yoann, les plans, tout ça, les comprendre. Et aussi la programmation de toutes les machines. Ah, et ça vous plaît, ça, justement, de bosser avec les machines? Ça facilite beaucoup.
Vu que plier, par exemple, une tôle de 10 mm, on ne peut pas trop le faire à la main. Tu m'étonnes. Ok. Il Chouette. y a toute cette activité que eux découvrent là depuis septembre et qu'on priorise en fonction des compétences acquises, de lecture de plans et puis de pièces de plus en plus complexes qu'on va leur confier, d'équipements de plus en plus complexes également. Et puis après, il y a toute une autre dimension qu'ils n'ont pas encore découvert, qu'ils vont découvrir avec leur expérience, qui va être toute la partie management dans l'atelier, toute la partie gestion d'équipe, qui est là, c'est leur maître professionnel qui s'occupe de ça, donc pour eux c'est neutre. Toute la partie planification, toute la partie relation avec les clients, et puis toute la partie logistique. C'est encore des volets qui pour eux sont distants, mais sur lesquels ils vont pouvoir aller découvrir de plus en plus d'éléments, et ça va leur apporter une richesse supplémentaire. Oui, parce qu'en fait, petit à petit, vous allez découvrir un peu la chaîne de valeur finalement d'une entreprise industrielle. Et ce qui est chouette aussi aux écoles de production, c'est que vous êtes organisés aussi sur... Enfin, vous avez calqué le fonctionnement, il y a des OF, il y a les standards qui sont suivis, il y a les standards qualité, sécurité, etc. Donc, vous êtes déjà en ligne sur ce que vous allez retrouver demain dans une industrie. Donc, je pense que ça, c'est important aussi. Ils ne vont pas être parachutés comme ça. C'est un alignement avec le fonctionnement d'une entreprise. Et en fait, une école de production, c'est une petite entreprise sur laquelle nos jeunes sont habitués à voir dans l'atelier passer les clients, les chargés d'affaires qui viennent déposer de la matière, récupérer des pièces, faire du contrôle. Donc, ils ont cette habitude de travailler avec... l'ensemble de nos partenaires qui interviennent dans l'atelier. Et puis, dans les bons comme dans les moins bons moments. Ce matin, je partageais encore avec le groupe de Johan et de Ryan un défaut qualité. Ben oui, mais on travaille ensemble, on va analyser. Oui, un défaut qualité qui revient d'un client. Analyse des causes racines. C'est une façon aussi de progresser, de se dire comment on fait mieux la prochaine fois et comment on progresse sur ce défaut qu'on vient de créer. Voilà, donc c'est une réalité. Heureusement, ce n'est pas la majorité des commandes qui passent dans nos ateliers, mais oui, ça nous arrive comme dans toutes les entreprises. Le but, c'est d'en retenir quelque chose. Exactement. Bon, je pense qu'on n'aura pas le temps de poser toutes les questions, hein, parce que, mine de rien, vous m'en avez fait beaucoup. Donc, je commence à devoir faire des choix, parce que vous avez été productifs. Hein. Alors, le travail d'équipe, on en a parlé. Ah bah tiens, la productivité et contrôle sont-ils des sources de pression pour vous ? Comment vous le vivez ? L'exemple, par exemple, l'exemple que donnait Alexis sur la non-qualité qui a lieu, est-ce que ça vous met la pression de faire les choses bien ? J'imagine que vous avez des autocontrôles et peut-être un système de contrôle derrière. Est-ce que c'est quelque chose qui vous stresse dans le quotidien ou est-ce que vous vivez bien avec ? Des fois, ça peut être stressant parce que on a plus ou moins des différentes contraintes à respecter, pardon. Et ça peut mettre la pression parce qu'on sait que si une pièce n'est pas bien assemblée ou bien alignée ou d'angle avec une autre, on sait que ça peut pas tout foirer, mais presque. Ouais, tu vas t'en vouloir, quoi. Ouais, plus ou moins ça. C'est parce que tu as envie de faire les choses bien. Et toi, Ryan ? Moi, ça me stresse pas trop, mais ça embête juste de tout recommencer, de perdre beaucoup de matière. Ouais, la perte de... Oui, ça vous êtes sensibilisé à ça ? Pas gâcher, entre guillemets, de la matière Ça fait plus payer après, par exemple, le directeur. Alors, pas le directeur, mais l'école. Mais... Alexis qui sort sa carte bleue perso derrière pour tout payer. La gestion du stress, en tout cas, moi, quand j'ai pris l'école il y a 4 ans, quand j'ai pris la direction de l'école il y a 4 ans, ça faisait partie de la feuille de route, de l'ADN de l'école. Et quand on a réuni les industriels autour de la table pour dire c'est quoi le projet pédagogique de l'école, ça a été une contrainte, une donnée qui m'a été mise au cahier des charges, de dire il faut que tu apprennes aux jeunes à gérer le stress d'une production. Parce qu'il est préférable que ce stress et puis
quelquefois ça arrive qu'on perde pied, que nous on le fasse à l'école et qu'ils perdent pied à l'école, qu'on puisse les rattraper, les remettre dans une condition de dire c'est pas grave, on recommence, on repart à zéro, plutôt que ça leur arrive en entreprise demain sur leur poste. Donc ça fait partie du cahier des charges de l'école. C'est peut-être note pour eux, ils s'en rendent peut-être pas compte au quotidien, mais ça fait partie aussi de notre job, nous, dans l'accompagnement Oui, qu'on de peut les avoir. préparer, en tout cas en termes de posture. Exactement. Et ok, bon, génial. Alors, idée reçue, gros cliché, l'industrie est-elle un secteur dangereux? Allez, Ryan, à toi d'ouvrir le bal. C'est un métier quand même assez dangereux avec risque de brûlure, tout ça en Soudan, risque de se plier les doigts avec certaines machines, tout ça. Du coup, je pense qu'il doit être assez haut dans le podium, dans le classement. Ok, et comment tu le vis? Euh, Ça t'a pas freiné? non, je me blesse, puis voilà. Bon, te blesse pas trop non plus, Oui, s'il te plaît. Non, mais t'apprends à faire attention. oui, Du coup, ça veut dire que t'es sensible à ça et que tu mesures les risques. bah oui. J'ai pas envie de repartir de l'école avec un bras en moins. T'as bien raison. On ne te le souhaite pas, Ryan. Et toi, Johan? Ben, c'est pas quelque chose qu'on peut vivre mal, mais c'est vrai que faut n'importe quelle activité on fait dans l'atelier, on doit toujours rester concentré parce que les risques sont omniprésents. Donc on doit savoir les gérer, pareil, en portant bien nos EPI et en mettant les EPC en position dans l'atelier pour protéger tout le monde. On voit qu'ils sont bien briefés, ces petits jeunes. Mais en fait, la sécurité, c'est le point d'entrée numéro 1 quand on les accueille à l'atelier. C'est de les former à la sécurité dans un environnement qui peut être hostile. Et l'essentiel, c'est qu'ils comprennent les risques. Voilà. Et après, c'est un accompagnement au quotidien et là, ils pourraient le raconter mieux que moi, mais avec leur maître professionnel, ils ont des rituels sécurité qu'ils vont avoir. Sur chacun d'entre eux, à tour de rôle, ils ont des responsables sécurité qui se mettent en place dans l'atelier, qui est là, qui a pour mission justement la vigilance de chacun. Donc oui, on les sensibilise à la sécurité, mais pas qu'à leur sécurité à l'école, parce que les bonnes pratiques qu'on apprend sur son poste de travail, il faut aussi qu'ils les appliquent chez eux. Donc maintenant, c'est bien, j'applique, je mets mes gants ou je mets mes protections quand j'utilise un lapidaire à l'école, c'est bien, mais quand je suis à la maison, si j'utilise un lapidaire, je prends les mêmes protections qu'à l'école, parce que le risque, il est tout autant à l'école, y compris sur les transports. Et on sait que les transports, c'est une zone à risque important. Donc nous aussi, on est là pour les sensibiliser sur quand ils arrivent à l'école, quand ils repartent de l'école. Attention à vos transports. On entend parler des trottinettes en ce moment. C'est clair. Nous, on y est confrontés. Pas que, même en vélo, même tout ce que tu veux. Trottinette, vélo, et le port des protections, oui, c'est aussi les sensibiliser, parce que nous, nos jeunes, ils ont moins de 18 ans, donc ils n'ont pas de voiture, donc ils sont sur des modes de transport alternatifs. Et du coup, c'est de les sensibiliser à la bonne utilisation justement de ces modes de transport alternatifs. Et voilà, donc c'est tout ce qu'on fait avec eux. Bon, ouais, puis compétences premières dans le monde industriel, safety first, donc trop bien. Allez, je vous propose la dernière question. Ensuite, on passe sur ma séquence préférée. J'espère la vôtre aussi, mais je sais pas, je ne connais toujours pas vos questions. On passera ensuite sur on s'en fout pas. Donc restez avec nous. Franchement, je pense que ça va valoir le détour parce que encore une fois, on a envie de comprendre ce que cherchent les jeunes. Donc il faut voir cette section. Voilà. Alors dernière question. Rendez-vous dans 10 ans. Que faites-vous? Où êtes-vous dans 10 ans? Vous voyez comment dans 10 ans? Peut-être même dans quel type d'entreprise? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça? Enfin, répondez comme vous voulez en fait. Allez, Ryan. Moi, dans 10 ans, je pense que je continuerai peut-être dans le métier encore. Ok. Peut-être aussi une femme et des gosses, je verrai. Dans 10 ans, ah là là, ok, trop bien. Et ouais, je continuerai dans le métier, je pense, pour moi. Ok. Et t'as réfléchi un peu dans quel secteur t'as envie de travailler?
que, bon, si tu restes dans le secteur Saint-Nazaire-Nantes, comme l'a souligné Alexis, on a un bassin qui est hyper dynamique avec plein d'entreprises différentes. T'as une idée d'où t'aimerais travailler ou pas? Pas encore. C'est le moment de faire des appels. Je sais qu'il y a Airbus qui écoute, je sais qu'il y a les chantiers de l'Atlantique aussi. Tu peux y aller si tu veux passer un message, t'as le droit. Moi, je verrai sur le coup où est-ce que j'irai. Ok, bon bah super, ça marche. Alors, Yoann, toi, dans 10 ans? Moi, dans 10 ans, bah, rester dans ce métier, c'est bien évidemment une solution parce que sinon, je ne serais pas là. Et après, je sais que ailleurs, j'ai des métiers qui m'intéressent qui ont plus ou moins rien à voir. Ah ouais, comme quoi? Chauffeur routier, longue distance, c'est des options, ou bien même en cuisine. Ok. Donc sur ça, je suis assez intéressé à plein de trucs. Mais sur quoi je me focalise pour l'instant, bah, c'est bien évidemment la chaudonnerie. Bah, parce que, comme j'ai dit, je serais pas là sinon. Donc, en tout cas, tu fermes pas la porte à d'autres secteurs. Dans un premier temps, tu dois commencer sur ce métier-là. Et tu te dis que potentiellement, tu seras content de découvrir autre chose. Possiblement, oui. Ok. Et toi, tu as une idée d'entreprise vers laquelle tu aimerais bien te tourner après? Ah, d'entreprise, oui et non, parce que il y en a des plus ou moins connus. Et dans notre région, bah, on est une région où ça produit beaucoup dans ce métier-là. Il y a énormément d'entreprises. Donc après à voir comment moi je me sens personnellement et comment je me vois dans une telle entreprise et pas une autre. Oui, t'as pas d'idée encore préconçue. Et puis peut-être tu auras envie d'en découvrir aussi plusieurs. Ok. Bon, vous prenez vos petits drapeaux? Alors, je vous préviens, j'ai hâte de voir ce que vous m'avez écrit. Ok, ben on attaque fort. Donc, alors, on s'en fout drapeau rouge, on s'en fout pas drapeau vert. Ok. Pour le petit rappel. Surtout en commentaire, vous répondez aussi, vous qui nous regardez. Donc, vous répondez si on s'en fout ou si on s'en fout pas. D'accord? Allez, c'est parti. Alors, la semaine de 4 jours, on s'en fout ou pas? Allez, on lève les drapeaux. Drapeau rouge, drapeau vert. Ah! Ok. Alors, pourquoi? Pourquoi on s'en fout pas? Parce que ça va surtout se jouer au niveau peut-être des heures, parce qu'une semaine à 4 jours, bah, quand on la regarde comme ça, on se dit, ouais, c'est pas long, il y a un plus grand week-end derrière. Donc, qui dit plus grand week-end dit plus de temps pour se reposer et voir nos membres de famille ou bien les amis qu'on ne voit pas la semaine. Mais ça se joue pas que là-dessus, ça se joue aussi parce que 4 jours, possiblement qu'on aurait plus d'heures qu'une semaine à 5 jours, ou bien l'inverse. Oui, tu dois faire des grosses journées, quitte à avoir un jour... Enfin, faire des grosses journées pour avoir un week-end de 3 jours. Ok, alors je vais vous interroger tous après sur d'autres questions, d'accord? La température dans l'atelier, on s'en fout pas? Rouge, on s'en fout pas, hein, c'est ça? Rouge, on s'en fout. Ah, on s'en fout pas. C'est d'actualité. Ah ouais, c'est clair. On enregistre en pleine canicule et dôme de chaleur, on crève de chaud. Alors, Ryan, quel impact du coup pour toi quand il fait, en fonction de la température, chaud ou froid dans l'atelier? C'est galère? Chaud, c'est assez compliqué de se concentrer, tout ça. Il y a plus de risques qu'on se blesse aussi. Ah ouais, d'accord. Ouais, plus de mal à se focus et ok. Alors, les horaires de travail, on s'en fout pas. On s'en fout pas. Yoann, vas-y, t'as l'air de vouloir répondre. Bah, on s'en fout pas parce que. C'est quoi la question? Les horaires de travail. Les horaires de Les travail, horaires de pardon. travail. Non, on s'en fout pas parce que c'est important, surtout comme la question d'avant, selon la température, parce que si on travaille plus longtemps sur une plus haute température, ou à l'inverse, une assez courte durée sur une grosse température, bah, il y a forcément un impact différent, mais ça peut jouer aussi sur d'autres trucs. Ouais.
Donc, ok, faut faire attention. Et vous, perso, dans votre rythme de vie, il y a des horaires que vous préféreriez? Parce qu'en chaudronnerie, on peut être en 2-8, on peut être en 3-8. Ouais. Il y a moins de 5-8, mais pourquoi pas? Ça vous dérange pas? Ah, ça peut concerner l'état physique ou l'état mental. Je pense, moi, ça fait 10 ans que je suis directeur et du coup, je vois les générations passer les unes après les autres. Et de plus en plus, les générations qui arrivent, alors c'était déjà le cas avant, vont avoir besoin de leur bon équilibre entre leur vie personnelle, leur vie avec les copains, leur vie avec la famille et leur vie de travail. Et quand on arrive à trouver ce point d'équilibre pour eux, c'est là où ils performent le plus pour l'entreprise. Et plus on avance, plus j'avance dans l'accompagnement de ces jeunes, plus je le vois apparaître dans les générations de Yoann et de Ryan, Ouais, ou de l'ensemble du groupe. mais tu vois, je trouve que pour autant, les entreprises, si je mets les pieds dans le plat sur les horaires en 2-8, 3-8, etc., c'est pas un hasard. C'est parce que je pense que ça convainc de moins en moins, ces horaires-là. Alors, ok, il y a les primes qui vont avec, etc., mais ça fait pas tout. Je pense que l'équilibre aujourd'hui, vie pro-perso, prime sur beaucoup de choses. Et je trouve que les entreprises prennent pas assez le pas de changer ces rythmes. Et mine de rien, il y a des choses à faire en termes de réorganisation du travail, aussi avec des investissements machines, robots, etc., pour permettre de concentrer un peu plus les journées et puis forcément être au moins sur du 3-8, ou tu vois. Alors, pas forcément en écoutant que la vision des jeunes, mais je pense qu'il faut être en façon mesure macro, d'absorber un peu le message que Yoann ou Ryan ou les autres jeunes peuvent renvoyer, et puis de se dire quelle avancée on est en mesure de faire. Là, tu poses la question sur la semaine de 4 jours, sur les conditions climatiques, sur les horaires de travail. Mais ouais, ça demande peut-être une adaptabilité de chacun et qu'il y a des ajustements de chaque côté, que ce soit entreprise, que ce soit salarié, pour arriver à ce juste équilibre et puis que chacun puisse performer dans ce qu'il fait. Carrément. Le bruit dans les ateliers, on s'en fout ou pas? Bah, on s'en fout pas. Ok. Ryan, tu veux répondre? Quel impact le bruit dans l'atelier? Avec le bruit, il y a beaucoup de risques. On peut devenir à moitié sourd, tout ça. Du coup, c'est assez embêtant dans la vie quotidienne d'être un peu sourd. C'est clair, on est d'accord. Allez, dernière question. La toxicité dans l'atelier. Alors, vous allez me dire après, on s'en fout pas. Après, vous m'avez mis que des questions, on s'en fout pas aussi. Hein? Il n'y a pas beaucoup de questions avec des on s'en fout. C'est vrai, t'as raison. Alors, la toxicité dans l'atelier. T'as envie de me répondre quoi? Bah, ça peut être juste des mots-clés, simplement fumer ou bien du débit de gaz dans l'enceinte de l'atelier, par exemple. Ouais. Ça peut être assez violent sur la santé. Comme on voit dans la vie quotidienne, des gaz qui n'ont rien à voir avec l'atelier, mais qui peuvent causer sur la santé, bah, on est obligé de s'en inquiéter quand même. C'est un danger qui est invisible, donc à les sensibiliser, c'est très complexe. Un risque de coupure, c'est facilement identifiable, ils comprennent très rapidement le risque où il existe, un risque de brûlure de l'œil, c'est pareil, ils savent très bien que quand ils prennent un coup d'arc, c'est dangereux pour leur vision. Le risque de toxicité des fumées de soudage, il est sur du plus long terme, il n'est pas immédiat, et ça, pour les sensibiliser, pour qu'ils prennent conscience de l'importance de se protéger, de protéger les autres sur les fumées, c'est l'axe le plus complexe, je trouve, à les sensibiliser. Sensibilisation. Ouais. Ok, bon, alors, je vous propose qu'on clôture, mais j'ai une dernière question que je viens d'inventer. Vous dites quoi à un jeune qui se pose la question d'aller ou pas dans l'industrie? Vous lui dites quoi pour le motiver? Ouais, je vous prends de court. Après, vous avez 2 minutes, vous pouvez réfléchir. C'est vrai que c'est une bonne question parce qu'on n'y a pas réfléchi, ça. Écoute, on pourra couper, on n'est pas en direct. On pourra couper, vous pouvez prendre le temps de réfléchir, mais je pense que c'est bien qu'on entende ça de votre part. C'est de réfléchir.
Ah oui, après, ce qui est bien à dire, c'est, dans mon cas ou dans le cas de Ryan, c'est peut-être d'écouter nos parents, peut-être s'ils sont dans ce secteur-là, ou nos autres proches, ou bien tout simplement nos maîtres de stage, lors de périodes de stage, qui peuvent nous orienter, soit par l'essai, tout simplement en atelier, ou bien pour une bonne discussion. Ok, donc allez voir, enfin, questionner, parler, et puis aller voir dans les ateliers. C'est ça que tu leur dirais. Ouais. Super, c'est une super réponse. Je pense que Yoann a donné la bonne réponse en fait. Ouais, c'est une D'oser super réponse. découvrir ce qu'est l'industrie, d'oser frapper à la porte des entreprises. Il y a un tas de dispositifs qui existent, qui permettent d'aller rencontrer les entreprises, d'ouvrir leurs portes, de découvrir des métiers et qui sont certainement peu connus par les jeunes. Et il faut saisir ces opportunités de stage, de visite, aller à la rencontre des salariés qui vivent leur métier avec passion et qui vont savoir expliquer leur métier. Et moi, je suis toujours surpris quand je reçois les jeunes à l'atelier, que je fais des immersions à l'atelier. C'est eux, en fait, les ambassadeurs. C'est eux qui peuvent dire, aujourd'hui, voilà, moi, pourquoi je m'éclate, pourquoi je prends plaisir dans mon métier. Ils ont essayé de passer le message là, sur le moment, là, sur les questions que tu as pu leur poser. Mais... ils savent encore mieux le faire quand c'est d'autres jeunes qui sont dans l'atelier et qui les accompagnent sur une immersion. Ouais. Bon, donc ouvrez les portes, allez voir les écoles de production. Donc je tiens aussi grandement à remercier les écoles de production d'être partenaires des trophées de l'industrie qui fait envie. Je suis ravie de ce partenariat qui fait tellement sens dans la vision que l'on porte avec Empowill, qui est co-organisateur. Donc merci à vous d'avoir bossé sur les trophées. J'ai hâte de les voir d'ici quelques jours parce qu'on est à 3 semaines maintenant de l'événement. Donc merci à vous et on parlera de vous le 15 juin à Paris. Voilà, merci, vous êtes prêtés au jeu. Bravo pour le boulot que vous avez fait de préparation, de prise de parole. C'était pas un exercice facile, vous avez trop géré. Donc merci à vous et bravo. Et merci pour ton accueil.